Alors que se passera-t-il pour les deux camps, russe et occidental, en 2023, alors que Vladimir Poutine devrait renforcer ses troupes en Ukraine? Les Ukrainiens plutôt ont décidé donc de s'allier donc aux Occidentaux, à commencer par les États-Unis. Ils continuent d'expédier des armes à Kiev et à nourrir le conflit. La guerre des déclarations de part et d'autre n'a pas faibli et la voie des pourparlers de paix semble obstruée. Pour en débattre ce soir, depuis Paris, j'ai le plaisir de recevoir en visioconférence Monsieur Gamal Abina. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Donc vous êtes journaliste spécialiste des questions internationales. Nous avons également avec nous Nicolas Mirkovic, spécialiste en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous êtes également l'auteur de l'Amérique Empire, votre dernier livre paru chez les éditions Temporis. Vous nous rejoignez également depuis Paris. Bonsoir donc à vous deux et merci d'être avec nous pour ce débat. Le vif du sujet, c'est d'abord décrypter le vrai du faux. Après les déclarations de part et d'autre ces dernières heures, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a réitéré ce lundi les informations selon lesquelles 600 soldats ont été tués par l'armée russe à Kramatorsk, à l'est de l'Ukraine. Cette information annoncée par Moscou a été ensuite très vite démentie par Kiev. Ce n'est pas la première fois que des informations sont controversées à propos de ce conflit, Gamal Abina. Oui, c'est normal, on est dans une période de conflit, de guerre, donc il y a de l'intoxication, de la propagande, des chiffres lancés de part et d'autre. En revanche, il y a une chose intéressante qui doit être prise avec sérieux, c'est qu'en dépit du fait que les Russes annoncent des chiffres importants de nombre de morts parce qu'ils semblent être informés de ce qui se passe réellement en Ukraine, n'oublions pas qu'il y a une grande partie de la population ukrainienne qui est pro-russe, on se rend bien compte que du côté occidental, en dépit du fait qu'on essaie de donner le sentiment que les Ukrainiens résistent, qu'ils arrivent, qu'ils battent, qu'ils poussent les Russes à battre en retraite, il y a une réalité qui se pose elle-même, c'est que ce soit le Wall Street Journal, que ce soit von der Leyen, que ce soit pas mal de hauts responsables commencent à dire, même aux États-Unis, que l'Ukraine finalement risque de perdre la guerre, au moins les territoires qui avaient été conquis par les Russes, et que le rapport de force est largement défavorable. Alors on annonce beaucoup de choses, mais là aujourd'hui la guerre des chiffres est une guerre de l'information. On a dit 600 morts côté russe, de l'autre côté les Ukrainiens revendiquent 600 morts contre une attaque qui était faite il y a 3 jours. Donc chacun y va de ses chiffres, mais dans le fait, pour avoir la vérité, c'est compliqué, puisque chacun fait aussi un peu de propagande. Alors Nicolas Mirkovic, cette guerre d'information et de désinformation a-t-elle justement comme objectif de mettre le voile sur les avancées sur le terrain militaire? Dans quel but, selon vous? Oui, bien sûr. Tout à fait. Dans toute guerre, il y a toujours de la propagande des deux côtés. Et c'est toujours difficile d'essayer de savoir ce qui se passe réellement, d'où l'importance d'avoir des sources, d'avoir des témoins sur le terrain et puis de suivre des personnes. Il y en a qui arrivent à distiller un petit peu cette information pour en sortir des informations qui semblent être vraies. On voit qu'en Occident, nous sommes soi-disant en France, dans les pays membres de l'OTAN, là pour défendre la démocratie, la liberté d'expression qui serait en danger en Ukraine. Je rappelle juste que l'Ukraine aujourd'hui, toute l'opposition est interdite, qu'un des principaux opposants à Zelensky était emprisonné jusqu'il y a encore quelques mois. Donc du coup, il faut qu'on fasse vraiment attention de savoir qui est-ce que nous soutenons. Et sinon, le but n'est évidemment pas de dire la vérité. C'est très difficile de dire qu'en Ukraine, le régime de Zelensky est un bon régime si en même temps vous filtrez des images de torture de civils, de bombardement de zones civiles, de torture de civils parce qu'elles ne sont pas d'accord avec le régime. Justement, comment savoir, monsieur Mirkovic, comment savoir qui prend le dessus sur le terrain? Parfois même les stratèges militaires sur les plateaux de télévision annoncent certaines choses qui s'avèrent parfois être peu exactes, voire complètement fausses. Il faut y aller avec beaucoup de pincettes et c'est très difficile. Je pense que il faut surtout écouter personne qui prétend tout savoir sur le terrain, parce que je peux vous garantir que ce soir même, des généraux des deux côtés ne savent pas exactement ce qui se passe. Et c'est normal. Dans une guerre, il y a de l'inattendu. Vous lancez une attaque, une offensive, vous attendez des résultats, vous n'allez pas avoir le résultat immédiatement. Le résultat, vous pouvez le voir au bout de quelques heures, de quelques jours, parfois de quelques mois. Donc c'est très difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre ces informations avec des pincettes pour savoir comment évolue une guerre. Ce qui est important, c'est de voir un peu aussi comment évoluent les territoires. Très bien. Alors il semblerait que nous ayons un problème de connexion. Je passe à vous, monsieur Gamal Abina. Je vous pose la même question. Comment savoir qui prend le dessus sur le terrain, sachant que parfois même les experts n'arrivent pas à vraiment nous donner le vrai du faux?
savez, dans une guerre, en règle générale, il y a évidemment beaucoup d'intoxication, on l'a compris. Il y a peu de témoins, parce que les témoins directs ne voient qu'un point de vue qui est très limité. Et il y a l'après-guerre. Et même pendant l'après-guerre, on se rend bien compte qu'une fois que les combats sont terminés, on découvre des charniers, on découvre des morts qui n'étaient pas visibles, on découvre des immeubles effondrés dans lesquels on se rend bien compte qu'il y avait du monde dessous. En substance, on ne peut pas savoir ce qui se passe parce que tout est question d'appréciation, de point de vue et de renseignement. Donc en période de guerre, on n'attendrait absolument pas la vérité d'un camp ou de l'autre, même si, et j'ai tendance à penser que côté russe, lorsqu'ils frappent avec des missiles assez précis, parce qu'ils ont quand même développé des systèmes balistiques extrêmement précis, ils sont quand même un peu renseignés parce qu'ils ont le bénéfice des satellites que n'ont pas les Ukrainiens. Les Russes ont des satellites d'observation, donc ils savent où ils frappent. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'ils annoncent un chiffre, on peut poser la question de savoir si ce chiffre est réel. Alors, du côté ukrainien, ils vous montrent des bombardements d'un immeuble qui n'a pas été touché, mais juste un trou face à l'immeuble qui aurait fait que peu de dégâts et dans lequel on vous montre qu'il y avait personne à l'intérieur. Et du côté russe, évidemment, ils vous montrent le contraire. Et c'est normal, c'est de bonne guerre. Aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est qui aujourd'hui sur le terrain remporte la mise. Et bien simplement, on sait déjà que du côté du Dniepr, du côté est du Dniepr, donc c'est le fleuve qui va certainement servir de frontière future entre l'Ukraine et la Russie, et bien de l'autre côté du Dniepr, la partie russophone que les Russes et que l'armée russe occupe avec les combattants pro-russes qui sont dans la région, eh bien le territoire est conquis. Il est indiscutablement conquis. Il y a quelques attaques sporadiques, mais en substance, tout ce qui est région du Donbass, c'est fini. C'est littéralement russe et ça n'appartient plus à l'Ukraine. Ce qui est disputé, c'est Kharkiv. Ce qui est disputé, c'est du côté des zones de combat du côté de l'autre côté du fleuve qui a été, il faut rappeler quand même, abandonné par la partie russe. On ne se rend pas compte, mais c'est bien les Russes qui ont quitté, sans être bombardés, de façon unilatérale, la zone. Et ça dit des choses. Le rapport de force est favorable aux Russes, puisqu'ils ont pu partir sans être attaqués. Donc ça dit quand même pas mal de choses sur la réalité de terrain. Très bien, monsieur Habina. La guerre en Ukraine, ça va faire bientôt 1 an que la guerre a débuté. À défaut d'avoir eu la guerre éclair qu'a annoncé la Russie avec la chute de Kiev en 3 jours, peut-on parler d'une guerre d'usure ? Alors la guerre éclair était un pari, ça n'était pas réaliste. Pourquoi c'était un pari? Parce que Poutine a parié sur le fait qu'il y ait un coup d'État qui allait démettre de ses fonctions Zelensky, placé par un oligarque, il faut s'en souvenir. Donc le coup d'État n'a pas eu lieu alors qu'il a fait un appel à l'armée pour se rebeller contre le pouvoir central, pour faire en sorte d'économiser des vies et surtout des drames, puisque une guerre reste quand même des drames. Au début, Poutine parlait d'opération spéciale, ce qui est un euphémisme je trouve ça assez maladroit, si ce n'est vraiment limite irrespectueux vis-à-vis du fait de guerre. Une guerre est une guerre. Quand il y a des bombes, des avions, des bombardements et des gens qui meurent, ça s'appelle une guerre. Mais il disait ça pour rassurer sa population, pour dire que ça ne durerait pas. La guerre s'est enlisée, c'est vrai, depuis 1 an. Et en même temps, la contre-offensive russe qu'on attend, qui ne va pas tarder à arriver, on se rend bien compte qu'il y a une pression actuelle, il y a de plus en plus de bombardements, une préparation d'artillerie pour préparer l'offensive terrestre qui va arriver et qui va obliger à la négociation. Et bien cette contre-offensive, lorsqu'elle aura lieu, mettra réellement à plat les cartes sur la table, à savoir une Ukraine qui a été littéralement atomisée en 3 semaines, c'est vrai. L'Ukraine a perdu tous ses moyens de production industrielle, militaire. Très peu d'armement est resté, ils n'ont plus d'avions, le ciel appartient aux Russes. Donc déjà, de ce point de vue-là, la guerre est terminée. Et aujourd'hui, on propose à l'Ukraine de pis-aller, on propose, comme les Français, des mini-chars AMX, ne sont pas très offensifs. On propose même pas la haute technologie, on prétend leur proposer un bouclier, le fameux bouclier Patriot, qui devait stopper l'aviation russe ou les missiles russes. Tout cela, c'est juste des paris, beaucoup de esbroufs, mais dans substance, les Russes ont cru gagner effectivement 3 jours et faire tomber l'Ukraine à la faveur d'un coup d'État pro-russe, ça n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, l'Ukraine a résisté évidemment parce que les Ukrainiens sont anti-russes, pour certains d'entre eux évidemment, la moitié de la population. Et donc aujourd'hui, la relation russo-ukrainienne est une relation de confrontation qui va littéralement s'achever sur une occupation de territoire par la Russie, ce qui est parfaitement attendu et ce que les Russes ont escompté après avoir échoué effectivement à prendre le territoire en 3 jours. On reste avec vous, monsieur Gamal Habina, puisque la connexion s'est perdue avec Nicolas Mirkovic. La stratégie serait-elle d'attendre selon vous et la victoire reviendrait-elle donc au camp le plus résilient ? Alors non, la victoire ne revient pas au camp résilient. C'est-à-dire que j'ai toujours fait une comparaison, j'ai eu l'occasion de le dire récemment à la radio, on ne peut pas dire les Russes vont perdre la guerre, c'est impossible. C'est impossible pour 2 raisons. La première, parce que c'est la 2e puissance militaire mondiale, et la première sur le plan des armes atomiques, donc ils ont un parapluie. La seconde raison, c'est parce que contrairement à l'Afghanistan, où ils étaient détestés par les Afghans dans leur totalité, Pashtun ou autre, tout le monde était contre les Russes. Donc les Russes devaient perdre cette guerre parce que c'était une Union soviétique en bout de course, affaiblie, appauvrie, n'ayant pas les moyens. Là, c'est le contraire. Là, on a une Russie très riche qui s'est enrichie de façon extraordinaire depuis les sanctions et maintenant certains journaux économiques commencent à dire qu'effectivement les sanctions ont profité à la Russie. Quelle ironie. Et de l'autre côté, parce que la Russie est une force militaire considérable qui joue à domicile. Hein. Ils sont vraiment ces frontaliers de la Russie. Donc la logistique est assurée tranquillement. L'espace aérien est tenu par les Russes. Ils ont le soutien évidemment de la Biélorussie qui est un allié historique. Mais ils ne peuvent pas perdre. Pourquoi? Parce que la moitié de la population ukrainienne est favorable aux Russes. C'est la différence fondamentale.
Très bien. Eh bien, je pose la même question à Nicolas Mirkovic. La stratégie serait-elle, selon vous, que la victoire reviendra donc au camp le plus résilient durant cette guerre? Non, je pense en effet qu'il y a des stratégies d'attaque qu'il va falloir conquérir. La Russie n'est pas dans une stratégie de défense de position, l'Ukraine non plus. Donc il y a bien une des deux puissances qui va devoir attaquer pour essayer de gagner quelque chose. Je tiens juste à rappeler que la Russie ne se bat pas contre l'Ukraine, elle se bat contre l'OTAN. Aujourd'hui, on a eu l'état-major, le ministre de la Défense ukrainienne qui a encore dit que l'Ukraine, il y a quelques jours, était en train de mener une mission de l'OTAN. Et n'oublions pas que l'OTAN, depuis le coup d'État de 2014, est en train de former les soldats ukrainiens. Et ce qui est terrible dans cette déclaration récente, c'est qu'il dit qu'ils sont en train les Ukrainiens donnent leur sang pour une mission de l'OTAN et que l'OTAN ne verse pas son sang, mais donc doit payer des armes. Donc c'est important. Je pense qu'il y a une stratégie russe qui a changé depuis le début de la guerre, ça c'est certain, par rapport à sa première vision. La résilience va être importante parce que ce sont des guerres de tranchées, donc du coup c'est extrêmement dur, c'est très dur sur le moral, c'est usant, c'est très difficile, chaque mètre compte, mais je pense en effet qu'à la fin, c'est celui qui aura développé la meilleure stratégie militaire qui va gagner, et on va voir jusqu'où est-ce que l'OTAN est capable d'aller. On voit des limites déjà dans l'approvisionnement, c'est pas évident de juste envoyer des armes à un pays, encore faut-il savoir s'en servir. Et puis on voit beaucoup d'usure du côté ukrainien. N'oublions pas qu'il y a 7 millions d'Ukrainiens qui ont fui le pays, il n'y a pas que des femmes et des enfants. Justement, à propos de l'OTAN, vous évoquiez l'OTAN. En février 2022, l'armée russe était supérieure à celle de Kiev, et puis grâce au soutien des pays membres de l'OTAN, avec à leur tête les États-Unis bien évidemment, ça a permis un clair rééquilibrage des forces. Oui, mais tout à fait. L'OTAN, c'est 1000 milliards de dollars de budget par an. Le budget militaire russe est de 90 milliards. Donc du coup, on n'est pas du tout dans la même ligue. Ils ont 10 fois plus de moyens sur le papier. Évidemment, alors les armes, on sait que les Russes savent faire des armes qui sont tout aussi bien, voire même mieux que les armes des Occidentaux moins chères. Donc il faut prendre ça en compte. Mais c'est un mastodonte, c'est l'OTAN. Et l'OTAN mène des guerres depuis de nombreuses années. On les a vues en Afghanistan, en ex-Yougoslavie, en Syrie, en Libye. Mais une chose qui est différente, c'est que l'OTAN est habitué à attaquer. Là, aujourd'hui, l'OTAN se retrouve avec l'Ukraine dans la position de devoir se défendre. Et on voit très bien que l'OTAN a du mal avec le matériel qui est donné à se défendre. Donc, du coup, l'OTAN est dans une situation qui est nouvelle pour elle, parce que du coup, elle n'est pas en train d'attaquer un pays qui est de loin inférieur militairement. Elle est en train d'aider l'Ukraine à essayer de se défendre contre une des plus grandes puissances mondiales, une des plus grandes puissances militaires mondiales. Donc, du coup, c'est pas si évident que ça pour l'OTAN. Et puis, on voit au jour le jour, on voit du matériel très sophistiqué de l'OTAN qui se retrouve entre les mains des Russes, ou qui est abattu, ou qui est brûlé, ou qui est détruit. Très bien. Donc, non, je pense que c'est une guerre de stratégie. Les moyens vont être importants. Les moyens vont être très importants dans cette guerre. Très bien. Gamal Abina, on revient à vous. En décembre dernier, lors de la visite de Volodymyr Zelensky à Washington, Joe Biden a réitéré son soutien à Kiev aussi longtemps qu'il le faudra. Il a annoncé un nouvel envoi d'armement, en y incluant un système de missiles solaires patriotes. Vladimir Poutine, pour sa part, réplique et annonce l'envoi prochain en Ukraine de nouveaux missiles hypersoniques Zircon, connus pour provoquer d'énormes dégâts. On pourrait dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge en Ukraine. Non, je veux dire, les Ukrainiens ne sont pas sortis de l'auberge, parce que c'est pas parce qu'on envoie des systèmes de défense, ça vient d'être évoqué à l'instant, des systèmes défensifs qu'on peut remporter une victoire. Ensuite, je rappelle que toutes les victoires revendiquées par les Ukrainiens sont des retraits stratégiques des Russes qui se préparent à contre-attaquer de façon extrêmement violente. Les Russes sont coutumiers d'actions militaires très fortes. Ça rappelle la Seconde Guerre mondiale. Je peux faire un parallèle, par exemple, c'est envoyer des armements en cascade, comme le disaient à l'époque les Panzers, les Allemands avec les Panzers en cascade, de plus en plus gros, ne permettait pas la victoire parce que la logistique ne suivait pas, parce qu'il y avait la possibilité d'alimenter la guerre, de nourrir les hommes, de les protéger, de leur donner même de quoi se couvrir, de quoi se protéger du froid. Et bien là, c'est pareil. La logistique côté russe est totalement garantie. C'est clairement, elle continue, il n'y a jamais eu de problème de logistique, alors que l'OTAN a du mal à alimenter la guerre côté ukrainien. Ils se demandent comment faire passer les chars AMX, ils se demandent comment faire passer d'éventuels chars de meilleure qualité. Les Français refusaient d'emblée les chars Leclerc. C'est-à-dire qu'on donne, aujourd'hui, il faut savoir que l'ironie du sort, et c'est là où c'est le pire, on laisse mourir une population ukrainienne, et moi ça me fait vraiment mal au cœur parce que les gens n'ont pas à mourir. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il a été évoqué les victoires de l'OTAN. L'OTAN passe son temps à la défaite. Il faut se rappeler, entre 53 et aujourd'hui, ils n'ont pas arrêté de nier des défaites, pas l'oublier. Mais c'est vrai qu'ils ont des moyens importants. Mais il ne faut pas oublier une chose essentielle, à mon sens, c'est que c'est bien beau de pousser les Ukrainiens à mourir avec des armes, mais ils envoient quoi comme armement? Les AMX, c'est des chars qui étaient en bout de course, qui étaient en fin de vie. On n'envoie que du matériel de seconde main, on n'envoie pas de la haute technologie, on n'envoie pas des choses... Très bien. Alors on s'arrête à ce moment, on s'arrête là, Monsieur Abina, pour rebondir sur ce que vous dites justement. Ils envoient des armes de seconde main, si on veut, des outils qui ont déjà été utilisés, usés. Nicolas Mirkovic, qu'en pensez-vous?
C'est tout à fait vrai, c'est de l'hypocrisie de la part des pays de l'OTAN qui disent qu'ils veulent aider, qu'ils veulent financer et qui envoient du matériel qui est doué de toute manière à la casse, qui sert aux entraînements aujourd'hui. Donc du coup, je pense que c'est une hypocrisie de la part de ces pays-là. On a de cesse, du côté ukrainien, que ce soit Zelensky ou de l'armée, des demandes de matériel plus sophistiqué, que ce soit des systèmes patriotes, que ce soit des tanks, que ce soit même des avions de chasse, qui ne reçoivent pas. Donc du coup, je pense qu'il y a une forme d'hypocrisie des pays membres de l'OTAN, des atlantistes, qui est assez grave, et qui montre aussi que les pays membres de l'OTAN ne veulent pas utiliser ce matériel, ils ne veulent pas le donner parce qu'ils n'en ont pas tant que ça. Mais selon vous, pourquoi est-ce que c'est des armes usées qui sont envoyées? Pourquoi ne pas leur envoyer des armes neuves, en bonne qualité? Parce que comme ça, vous allez pouvoir justifier des budgets militaires importants dans les pays membres de l'OTAN qui vont profiter de cette guerre pour se débarrasser de leur vieux matériel et pour en racheter. Et ils vont augmenter les budgets dans tous les pays, vous le verrez, en disant il faut que nous refassions nos stocks, nous avons tout donné aux Ukrainiens. Ils se garderont bien de dire que le matériel était souvent ancien et ils vont acheter du matériel moderne, du matériel nouveau, quoi. Donc ça c'est donc tout est calculé. Au complexe militaro-industriel, bien sûr que c'est calculé. Très bien. Messieurs, nous allons à présent parler de négociations, de pourparlers. Il y a 3 jours, le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé à Vladimir Poutine d'appliquer un cessez-le-feu en Ukraine et il a affirmé que les négociations entre Moscou et Kiev devraient être soutenues par un cessez-le-feu unilatéral. Est-il possible d'avoir ce genre de médiation? De la part des Turcs? Oui. Oui, bien sûr, absolument. Erdogan joue une partition très fine. Il faut voir un peu, là pour le coup, on ne peut pas lui retirer ses qualités. C'est un fin négociateur, il sait parfaitement avancer ses cartes. Il n'est pas forcément toujours d'accord avec les Russes, parce qu'il s'est opposé au Karabakh, il s'est opposé avec l'Arménie, avec l'Azerbaïdjan. Il y a beaucoup de territoires sur lesquels ils ne sont pas forcément d'accord, mais il trouve toujours un modus vivendi. Et ce qui se passe, c'est que Erdogan, qui est membre de l'OTAN par ailleurs, a signé des accords il y a quelques années pour acheter des S-400 russes. Donc c'est dire à quel point la seule chose qui intéresse aujourd'hui la Turquie, c'est la Turquie, et ils le font très bien. Ils s'apprêtent à négocier, par exemple, c'est les Russes qui proposent sur le terrain syrien pour trouver un terrain d'entente pour que les 3,5 millions de Syriens retournent chez eux. Et surtout, les Turcs, qui sont membres de l'OTAN, je le répète à nouveau, sont le meilleur négociateur possible. Parce que d'un côté, ils font faire en sorte de lier des contacts depuis le début. Ils n'ont pas arrêté de montrer que Erdogan était un homme de paix. Il le fait très bien, un peu comme le Qatar l'avait fait par rapport à l'Afghanistan. Et de l'autre côté, ils montrent qu'ils sont capables de devenir un hub énergétique pour la Russie. Donc il y a un véritable accord entre les Russes et les Turcs, qui sont 2 grands empires qui se sont tutoyés pendant des années, pour faire en sorte que la paix revienne dans la région. Alors Nicolas Mirkovic, que pensez-vous de la médiation turque? Je pense que c'est la plus efficace jusqu'à présent. Je vois une absence totale de l'ONU. Je vois que les pays européens ne parlent que de guerre, que d'armement, que de financement. C'est catastrophique. Et on a une guerre sur le continent européen et les Européens veulent encore plus de guerre, alors qu'on n'a pas arrêté de nous dire qu'il fallait plus jamais faire ça, qu'on avait perdu tant de monde pendant les 2 guerres. Et là, maintenant, dès qu'on a une guerre qui revient, tout le monde veut se jeter dedans. C'est catastrophique pour la diplomatie occidentale. Et Erdogan joue très bien ses partitions. N'oublions pas qu'au mois de mars, donc quasiment un peu moins de 1 mois après l'opération spéciale militaire russe, les Ukrainiens et les Russes étaient à Ankara en train de négocier un compromis. Ils étaient en train de négocier. À cette époque-là, Ankara disait qu'ils étaient plutôt sur la bonne voie. Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Et ceci est documenté. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, débarque de façon tout à fait inopinée, dit à Zelensky que s'il signe avec les Russes, il n'aura plus le soutien des Occidentaux et que Zelensky devra se débrouiller avec la Russie s'il signe un compromis. Dans la foulée, Joe Biden, c'est à ce moment-là que Joe Biden sort un budget de 30 milliards, c'est gigantesque, 30 milliards de dollars de soutien à l'Ukraine, du jour au lendemain, alors qu'ils étaient en pourparlers à Ankara, sous les auspices du gouvernement turc. Du jour au lendemain, Zelensky se retire des négociations, les Ukrainiens se retirent. Je rappelle aussi qu'un membre de la délégation ukrainienne a été assassiné en Ukraine, et donc du coup, ils sont partis dans une logique de guerre. Je pense qu'Erdogan a tout intérêt, il joue sur le tableau, il vend des armes aux Ukrainiens, il fait du deal sur des accords avec la Russie sur du blé, sur du gaz. Il regarde l'intérêt de la Turquie. Je pense qu'il est intelligent là-dedans, et pour l'instant, c'est quasiment le seul, avec la Biélorussie, à avoir mis les belligérants autour de la table. Et donc je pense que Erdogan a marqué des points en faisant cela. Alors messieurs, la diplomatie est pour le moment mise de côté, on l'a bien vu, même si les canaux de discussion ne sont pas totalement coupés. Le président français Emmanuel Macron envisage même une solution négociée prévoyant des garanties de sécurité pour la Russie, mais aussi pour l'Ukraine. Il veut tout faire pour dissuader les membres de l'OTAN de la forcer à négocier. Pourquoi ce refus de Kiev selon vous? Monsieur Abina? Oui.
Non, mais de toute façon, M. Macron dit tout son contraire. Au Nouvel An, il nous a expliqué qu'il allait soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. Après, il propose une négociation qu'il a totalement ratée quand il a tenté de discuter avec Poutine avant la guerre. M. Macron n'a pas le poids suffisant politique pour pouvoir négocier. Ceux qui peuvent négocier, effectivement, c'est les Turcs, qui sont bien placés parce qu'ils sont neutres dans l'opération, étrangement, pourtant membres de l'OTAN. Ce seraient les Allemands, qui sont le poids lourd de l'Europe. Et ce serait évidemment directement ceux qui sont impliqués, donc les NATO en guerre, les Américains, qui pour l'instant se frottent les mains parce que ça leur profite à plein régime. Ce que n'attendaient pas les Américains, c'est que les Russes soient, vous aviez utilisé le terme de résilients sur le plan économique. La Russie ne s'est jamais aussi bien portée, et ça c'était la surprise que les Américains n'attendaient pas. Mais M. Macron n'est pas en mesure de proposer une négociation, puisqu'il ne pèse rien politiquement. M. Macron dit tout et son contraire, et malheureusement, quand on dit tout et son contraire, on se disqualifie. Au moins les Turcs, ils sont cohérents avec eux-mêmes. Nicolas Mirkovic, votre avis sur la question ? N'oublions pas qu'il y a un coup d'État qui a été organisé en 2014 et nous savons qu'il a été financé, soutenu, organisé, poussé par les États-Unis. À Kiev, nous avons depuis 2014 des hommes liges qui dépendent de Washington. Cette guerre est voulue par Washington, elle n'est pas voulue par les Ukrainiens. Ça fait 8 ans que je vais en Ukraine et dans le Donbass, je parle avec des personnes qui ont des opinions politiques différentes. Personne veut cette guerre, seuls les extrémistes qui sont soutenus et poussés par les États-Unis veulent de cette guerre. Si vous demandez à la population ukrainienne aujourd'hui, je peux vous garantir, c'est mon sentiment de terrain, qu'elle vous demandera la paix. Mais il y a eu un coup d'État soutenu par les États-Unis. C'est eux qui contrôlent. Qui a envoyé la CIA là-bas? Qui envoie les armes? Qui a formé les soldats ukrainiens? Ce sont les États-Unis. Et qui est derrière l'OTAN? Ce sont les États-Unis. Les États-Unis veulent affaiblir la Russie. Ils ne veulent pas que la Russie soit un partenaire de l'Europe. Ils l'ont dit beaucoup de stratèges américains l'ont dit. C'est dans la doctrine Wolfowitz du début des années 90. Ils veulent éloigner la Russie. Qui a fait sauter les pipelines de Nord Stream? Plus personne n'en parle. On a 2 pipelines qui acheminent du gaz dont les Européens ont besoin, du gaz de bon marché, bon prix, de très bonne qualité pour l'industrie européenne. Ces pipelines sont détruits par un attentat, nous savons aujourd'hui, clairement terroriste. Personne n'en parle. À qui profite ce crime? Et quand vous avez des responsables militaires, des responsables du gouvernement qui disent qu'ils sont sur une mission pour l'OTAN, je pense que nous savons qui pilote Kiev aujourd'hui. Ce ne sont pas les Ukrainiens, ce sont les Américains. Alors justement, Nicolas Mirkovic, rapidement s'il vous plaît, pensez-vous que l'année 2023 sera un tournant décisif pour ce conflit russo-ukrainien? Oh, c'est très difficile. Je n'ai pas envie de, botter en touche et dire que je ne peux pas répondre. Beaucoup de choses peuvent encore arriver. La situation économique est en effet meilleure pour les Russes que beaucoup d'experts occidentaux le pensaient au même moment où la situation économique va mal en Europe. Je ne sais pas si ça serait une année avec des événements majeurs. Oui, je peux me mouiller en disant qu'il y aura des événements majeurs en Europe. Est-ce que ça sera décisif sur le terrain en Ukraine? Je ne sais pas encore. Très bien. Gamal Abina, même question. 2023 sera-t-elle un tournant décisif pour ce conflit? Alors, ce qui malheureusement va faire durer un peu le conflit, c'est que l'hiver est doux en Europe. Étonnamment, c'est pas un hiver rigoureux. Donc, les besoins énergétiques sont pas importants, mais ils sont en train de fondre comme neige au soleil. Donc, l'énergie européenne qui va leur coûter très cher et le fait que les États-Unis sont en train de faire un trust sur toutes les grandes compagnies européennes qui ont besoin d'énergie pas chère, donc qui vont aux États-Unis, va commencer à être très mal vécu par les Européens eux-mêmes qui vont finir par se dire non seulement nous ne sommes pas gagnants, nous sommes perdants, l'inflation est galopante, nos entreprises s'en vont, les États-Unis se frottent les mains, nous payons tout plus cher. Pourquoi? Pour une guerre d'un peuple que nous ne connaît pas du tout, quoi qu'on a essayé de créer un lien artificiel. Donc, je pense que cette année, ça va durer forcément un petit peu, mais je pense que le tournant se fera de la part de la partie européenne qui finira par dire qu'ils sont les dindons de la farce. Merci messieurs. L'échiquier international, c'est terminé pour ce soir. Merci.